Bienvenue à notre troisième cours officiel DNF 1256. Ce soir, on va regarder la création de fonctions et l'utilisation de ces dites fonctions-là. Donc, jusqu'à présent, on a fait des blocs de code là, qui nous permettaient de écrire des instructions de manière séquentielle. On avait vu la semaine passée comment prendre ces instructions-là puis être capable de soit avoir des facultatives, donc des conditionnels avec les if, ou sinon d'en avoir des répétitives avec les boucles while et les boucles for. Bien, ce soir, on va aller regarder comment créer un bloc de code qu'on peut réactiver n'importe quand on veut. Okay? Donc, on a déjà vu le principe d'utilisation de fonctions. Donc, des fonctions comme print ou input me permet de invoquer une fonctionnalité avec juste le nom de la fonction. Bien là, on va voir comment créer nos propres fonctions à l'intérieur de Python. Donc, le principe d'une fonction, c'est d'être capable de consolider une série d'instructions, puis que ces instructions-là soient facilement réutilisables. Donc, par convention, on va essayer que puis encore une fois, par convention, ça veut dire qu'on essaye de faire ça, même si ce n'est pas nécessairement une règle qui va briser notre programme, ça va nous aider à faire des bons programmes qui sont faciles et utilisables. Donc, la convention veut que chaque fonction fasse une tâche simple et précise. Donc, le but, c'est d'être capable d'avoir quelque chose qui n'est pas difficile à retrouver, puis qu'on peut facilement réutiliser quand on en a besoin. Donc, on va aller regarder, premièrement, comment est-ce qu'on va décrire une fonction. Donc, les fonctions, quand on veut en faire, ça va être en deux étapes. La première étape, on va définir la fonction. Puis, comme deuxième étape, on va aller utiliser, on va aller appeler la fonction. Fait que, on va aller regarder la syntaxe de base d'une fonction. Donc, on va voir qu'il y a plein d'options qui viennent avec. Là. La syntaxe de base nous indique qu'on commence une définition de fonction. Donc, une définition, ça va être le mot def. Il est en bleu, comme le if, comme le for, comme le while, pour dire que c'est un mot-clé, que ça, c'est comme on n'a pas le choix d'écrire ça, c'est obligatoire. Ensuite, on va avoir le nom de la fonction. Donc, le nom de la fonction, ça va être un identificateur. Donc, un identificateur, on l'avait vu là, il y a 2 semaines, en fait. Les identificateurs, c'est les choses que nous, on nomme. J'ai le droit d'avoir des caractères alphanumériques, donc des lettres et des chiffres. On commence habituellement par une lettre. En fait, il faut commencer par une lettre, on ne peut pas commencer par un chiffre. On a aussi le tiret bas qui est utilisé, mais habituellement, on le laisse de côté. Puis, si on a besoin d'avoir plusieurs mots à l'intérieur du nom de la fonction, on ne peut pas mettre d'espace. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise ce qu'on appelle le camel case, qui me permet de représenter un espace avec une transition de minuscule à majuscule. Donc, on a le nom de la fonction et l'identificateur. Ensuite, on est obligé d'avoir des parenthèses. Pour l'instant, elles sont vides, mais on va voir qu'on va pouvoir rajouter des choses à l'intérieur. Donc, à chaque fois qu'on a un mot-clé spécial, là, comme le if, comme le while, et ainsi de suite, on termine toujours cette ligne-là avec un 2 points. Puis après ça, après le 2 points, il va y avoir un niveau d'indentation. Donc, à chaque fois qu'on a le mot-clé en bleu à gauche, on a le 2 points à la fin, puis on a une indentation additionnelle par la suite. Donc, excuse-moi, l'indentation, c'est automatique? Oui, donc ici, quand je paye sur Enter, en fait, là, il y en avait 2 espaces ou 4, là, ça ne dérange pas vraiment, mais quand je paye sur Enter, automatiquement, lui, il va le mettre. Donc, ici, qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette indentation-là, de ce bloc-là? Ça va être en fait, qu'est-ce qui va être exécuté quand je suis à l'intérieur de la fonction. Donc ici, on va avoir un deuxième print. Donc, 2 prints, un qui dit dans la fonction, un deuxième qui dit encore dans la fonction.
Ensuite, je reviens, hein, puis cette partie-là tout seul, donc si je vais juste exécuter ça, le premier coup, ça se connecte, c'est normal, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, quand je l'exécute, il ne se passe rien. Il n'y a pas les prints. Parce que quand on veut une fonction, le principe, c'est que la fonction se fait en 2 étapes. La première étape, ça va être de définir la fonction. Mais de définir la fonction, ça ne l'utilise pas directement. Ça fait juste dire, voici une fonction, voici son nom. Quand je vais vouloir l'utiliser, voici ce qui va être fait. Fait que la deuxième étape, ça va être d'utiliser cette fonction-là qu'on a définie en faisant un appel à la fonction. Donc, comment je fais pour faire un appel à la fonction? Bien, des appels de fonction, ça, c'est ce qu'on faisait. Là. À chaque fois qu'on dit qu'on utilise une fonction, c'est le terme officiel, c'est de faire un appel de fonction. Donc, le principe d'appel de fonction, c'est j'ai le nom de la fonction, j'ai des parenthèses, puis si j'ai besoin d'avoir des paramètres, je vais mettre les paramètres là, puis je peux exécuter cette fonction-là. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que quand je fais un appel à la fonction, c'est comme si ça prend une pause ici, ça va venir faire les différentes exécutions, puis après ça, ça revient où c'est que j'étais. Ici, si je fais 2 appels, un après l'autre, ça me permet d'avoir 2 invocations de ça, puis après ça, je pourrais même mettre un autre print ici qui dit après les appels. J'ai une question de Cédric. Oui, dans les noms-fonctions, pour appeler la fonction, on ne pourra pas marquer print à côté à gauche. Dans le fond, on marque juste le nom fonction avec les parenthèses, puis ça devrait fonctionner. Ben ici, le principe, c'est que cette fonction-là, en ce moment, elle fait des prints, mais la majorité des fonctions, on va voir qu'ils ne font pas d'affichage en tant que tel. Fait que tu ne devrais pas avoir de print qui vient avant non plus. Là. On ne peut pas invoquer une fonction en même temps que tu la décris. Je ne sais pas si Non, mais ce ça que je ta voulais question. plus dire, quand vous avez marqué juste en dessous appel de la fonction, en dessous de ça, quand vous avez marqué 2 fois les noms fonctions, mais à gauche de ça, on ne pourra pas mentionner print. On ne pourra pas écrire print, ça ne va rien donner. Ben, en fait, oui, ça va donner quelque chose, mais pas ce qu'on veut. Fait que toi, ici, c'est ça ici, comme ça. Oui. Essayons-le. Je vois que. C'est une bonne question. Là. Donc, ici, on voit que, bon, on a les dans la fonction, puis on voit qu'il y a une 3e fois qui se fait. T'sais. Mais après ça, c'est marqué none. Puis ici, le principe, c'est que ce que ça l'essaye de printer en ce moment, c'est comme le résultat de cette fonction-là. Mais en ce moment, cette fonction-là n'a pas de résultat. On va voir comment les fonctions peuvent avoir des résultats. Là. Mais le principe, c'est que le print, c'est pour des éléments qui sont des entités numériques ou des entités textuelles. Là, en ce moment, cette fonction-là, elle ne trouve rien, là. Elle ne retourne rien, elle ne génère pas de réponse. Fait qu'on ne veut pas utiliser le print avec. Okay. On va voir plus tard que la majorité des fonctions, on va vouloir utiliser le print avec, puis que les fonctions, utiliser des prints dedans, c'est un peu bizarre, là. Mais là, comme on est au début, on est en train de comme, créer notre trousse à outils. Là, fait que, OK. Parfait, merci. Ça reste encore ambigu, c'est correct. Donc, on revient, on a nos 2 appels. Encore une fois, le principe, c'est que cette affaire-là, je peux le réutiliser autant de fois que je veux. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec les fonctions, c'est le principe de réutilisation des fonctions. Donc, pour utiliser une fonction, il faut qu'elle soit définie préalablement. Hein? Ça se fait en séquence, donc je n'ai pas bien le choix. Donc, qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est que je vais avoir différentes fonctions qui vont être définies au début d'un bloc. Puis après ça, je vais avoir différents appels okay, dans la partie comme principale d'exécution. Okay? Donc, on définit les fonctions au début, puis après ça, on les utilise. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans les environnements de notebook, c'est qu'une fois que j'ai défini la fonction, je peux l'utiliser dans n'importe quel autre bloc.
Donc, même si je l'utilise dans un autre bloc, tant que je l'ai exécuté une première fois puis que la fonction est définie dans le notebook, je suis capable de la réutiliser par la suite. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir des méga blocs de code là, qui a comme tout à l'intérieur. Tu peux avoir juste des blocs de code avec les définitions de fonctions. Une fois que tu l'as exécuté, tu peux aller faire l'appel dans un autre bloc. J'ai une question de Samuel. Naturellement, ça veut dire qu'il faut utiliser différents noms de fonctions. Effectivement. Donc, les noms de fonctions doivent être, quand on parle d'identificateurs, c'est des identificateurs uniques. Donc, effectivement, tu n'as pas le droit d'avoir, ou en tout cas, ça va casser des choses d'utiliser 2 fois le même nom de fonction. C'est bon, merci. C'est pour ça aussi que quand on avait travaillé avec l'importation de modules, si je me souviens bien, à la fin du dernier cours, ici. On a-tu fait ça? Ah non, c'est à la fin d'aujourd'hui. J'ai comme. Monsieur, j'aurais besoin de votre aide, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je peux partager mon écran? Je ne sais pas comment. Pour partager ton écran, tu vas vouloir faire le partage d'écran qui est le piton vert avec une flèche vers le haut dans ta barre de Zoom. Ah, OK. Parfait. OK. Puis à la fin, on va rejaser des modules qui parlent justement de l'identification de fonctions différentes. Mais autrement, pendant que je partage son écran, est-ce que Samuel, ça répondait à ta question? Les fonctions doivent avoir des noms uniques? Oui, c'est parfait, merci. Excellent. J'arrive pas à regarder. Affichage. Vous pouvez continuer? Monsieur, vous pouvez continuer. J'ai essayé de vous partager mon Bien, monsieur, je pense que dans le fond, il faut comme arrêter le partage, puis ensuite qu'elle puisse le faire. Je sais pas, je pense que les Zooms fonctionnaient de cette manière-là. Absolument, ça le montre. J'ai arrêté le partage du mien, voir si. OK. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Pas pour l'instant, non. OK. J'arrive pas. Au pire, je vais continuer pour l'instant. Puis durant la période d'exercice, on va aller regarder ça ensemble. D'accord. Excellent. Donc, on continue dans notre utilisation de fonctions. Juste reconfirmation que tout va bien pour le partage. Vous voyez mon écran avec le... Oui, on voit bien. Excellent. Parfait. Fait que les fonctions de base comme ça, avec aucune option possible, c'est très peu utilisé. Habituellement, on va avoir 2 outils qui vont me permettre d'avoir des meilleures fonctionnalités ou des meilleurs attributs à ma fonction. Donc, on va les regarder. Le premier, ça va être le principe de paramètre d'entrée. Donc, le principe de paramètre d'entrée, c'est quelque chose que vous avez vu quand vous avez, utilisé des fonctions. Donc, si on se fait un petit rappel, quand j'utilise, mettons, print, quand j'utilise print, je veux mettre quelque chose quand on fait l'affichage. Donc, entre les parenthèses, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, c'est tout ce qui est à l'intérieur des parenthèses après le nom d'une fonction. Donc, ici, j'ai 2 paramètres d'entrée. Un premier paramètre qui est une valeur numérique, un deuxième paramètre qui est une chaîne de caractères. Puis, on avait vu aussi que les paramètres d'entrée, c'est intéressant parce que si je mettais une expression, donc quelque chose qui n'était pas comme sa forme finale, pas sa réponse finale,
ce qu'elle allait faire, c'est qu'elle allait évaluer l'expression, prendre le résultat, puis c'était ce résultat-là qui est envoyé comme paramètre d'entrée réel. Donc, on va voir comment, quand on fait des fonctions, comment est-ce qu'on peut nous rajouter des paramètres à nos fonctions. Donc, le principe, c'est que ça commence pareil. Il va falloir faire une définition de la fonction. La définition de la fonction, ça va être juste être la recette, là. Le principe, c'est qu'on va devoir avoir un appel de fonction qui vient avec pour voir le résultat. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir le def, on va avoir le nom de la fonction, puis là, après ça, entre les parenthèses, je vais avoir une liste des différents paramètres. Mais là, le principe des paramètres d'entrée, c'est que ça va être des éléments qui vont être variables à l'intérieur de mon problème. OK? Fait que je veux savoir, on reprend les exercices de la première semaine, là. Je veux savoir c'est quoi mon salaire hebdomadaire. Ben, c'est quoi les éléments variables là-dedans? C'est mon taux horaire, puis le nombre d'heures que j'ai travaillé cette semaine. OK? Donc, j'ai 2 paramètres d'entrée. Donc, quand on se demande dans nos fonctions, c'est quoi qu'on a besoin pour être capable de répondre à cette question-là, pour être capable de résoudre la problématique, ça va être les paramètres d'entrée de la fonction. Donc, ces paramètres d'entrée-là, on va utiliser des identificateurs à l'intérieur. Ça va être comme des variables, okay, où c'est qu'on va lui assigner des valeurs plus tard. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec ces paramètres d'entrée-là? C'est que je peux les utiliser directement à l'intérieur des instructions de ma fonction, comme s'il y avait déjà des valeurs dedans. Donc là, ici, on peut voir que var1 puis var2, je fais un print où c'est que je les multiplie ensemble, mais nulle part, j'ai dit c'était quoi var1 puis c'était quoi var2. Mais c'est correct, parce que quand on est en train de faire une fonction, quand on définit la fonction, on n'est pas en train de l'utiliser. C'est correct qu'à ce point-là, c'est un élément qui est variable. Puis ici, le nom de la variable, c'est un identificateur. Fait que je peux l'appeler comme je veux, OK, sans avoir de répercussions. Évidemment, il faut suivre les règles des identificateurs. Hein, donc, caractère alphanumérique, commencer par une lettre. OK, on utilise le camel case ici aussi. Puis, une fois qu'on a ça, ben, on peut utiliser la fonction, faire un appel à la fonction. Puis à ce point-là, l'appel, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, mettons, on va en faire plusieurs. Encore une fois, parce qu'une fois qu'on a une fonction, je peux l'utiliser autant de fois que je veux. Donc, le principe, c'est qu'à chaque appel, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va prendre les informations des paramètres d'entrée, puis il va aller les placer dans les paramètres d'entrée dans le même ordre que qu'est-ce que j'ai fait. Donc, le principe ici, c'est que le 34, il va aller dans patate. Le 18, il va aller dans var2. Puis, quand je vais aller faire mes instructions, ben, ça va utiliser ces valeurs-là comme si c'était des variables. Puis, c'est vraiment comme des variables. Ça veut dire que je peux les modifier à l'intérieur de l'utilisation de la fonction. Puis, quand je fais un nouvel appel, ben, ça va revenir prendre ces nouvelles valeurs-là pour les différents paramètres d'entrée pour qu'ils soient utilisés à l'intérieur. Encore une fois, le principe des appels, hein, qu'on avait vu avec la fonction print reste fonctionnel. Donc, je peux passer des expressions, hein, dans mon appel de fonction. Le principe, c'est qu'il va aller évaluer cette expression-là. Il va trouver c'est quoi la réponse. Donc, ça va prendre le x, hein, je viens tout juste d'assigner à 50, ça va faire plus 3, ça va me donner 53. Donc, c'est 53 qui va aller dans mon paramètre d'entrée ici, qui s'appelle patate. Donc, on peut voir ici que j'ai le résultat du x plus 3 qui me donne 53 fois, hein, parce que c'est ça que je fais à l'intérieur de mon print, le deuxième paramètre qui était de 10. Donc, je peux voir ici les utilisations des différents paramètres correctement à l'intérieur de ma fonction avec des paramètres d'entrée. J'ai une question de Cédric.
Oui, je me demandais, je ne sais pas si vous venez de l'expliquer et que j'ai peut-être mal compris. Je ne comprends pas la méthodologie derrière ça qui m'amène au résultat de 612, 50 puis le 530 avec Mhm. les variables qu'on vient de marquer. Fait que le principe ici, c'est j'ai défini une fonction. OK? Cette fonction-là a deux paramètres d'entrée. Mais je ne sais pas encore c'est quoi. C'est quand je vais faire les appels qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que le principe, c'est que après ça, j'ai un premier appel où c'est que j'envoie 34 et 18. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre ces paramètres d'entrée-là, puis il va venir les assigner à ces paramètres d'entrée-là, puis après ça, il va faire les instructions qui sont à l'intérieur de ma fonction. Donc, le principe, c'est OK. qu'il va prendre le 34, il va aller le mettre dans patate, il va aller prendre le 18, il va aller le mettre dans barre 2, puis une fois que ça c'est fait, il va aller faire les instructions de la fonction, qui est dans ce cas-ci faire un print de patate fois barre 2. OK, donc 34 fois 18, Ça me donne 612. 612, OK. En fait, ça Après, répète variable 1, au lieu de patate, ça aurait donné 612 aussi. exactement. OK. Donc, ici, le nom n'a pas d'importance tant qu'à l'intérieur de la fonction, je garde OK. la même information. C'est D'accord, OK. ça le but de l'appeler patate, en fait. D'accord, merci. Fait qu'on peut voir ici trois différents appels qui utilisent euh, les deux paramètres d'entrée. Qu'est-ce qui arrive si je ne mets pas le paramètre d'entrée quand il est supposé en avoir un? Ben, ça me génère une erreur qui me dit ben, tu as utilisé cette fonction-là, mais il manque deux arguments. Donc, argument, c'est paramètre en anglais. Deux arguments, deux paramètres positionnels, puis tu les as nommés var1 puis var2. Fait que tu ne me les as pas donnés, puis comme j'en ai besoin, là. Fait que fais quelque chose parce que ça ne marche pas, cet appel de fonction-là. Super. Fait que ça, c'est notre première option qui me permet d'insérer des éléments variants à l'intérieur de mes définitions de fonctions. La deuxième option possible avec les fonctions, ça va être le principe de retour. Donc, le principe de dire ma fonction, son but, puis on va voir que ça va être ça la majorité du temps qu'on va avoir des fonctions. Le but de la fonction, c'est d'être capable d'avoir un résultat. Donc, souvent, on disait que les fonctions, on veut que ça fasse des tâches simples et précises. La majorité du temps, cette tâche simple et précise-là, ça va être de calculer quelque chose ou de trouver un résultat d'un élément. Donc, quand on travaille avec les retours, le principe du retour, ben, c'est que ça va nous donner quelque chose qu'on peut utiliser quelque part d'autre dans notre programme. Puis, c'est là qu'on va avoir une première grande fracture là, avec qu'est-ce qu'on a fait préalablement, où on va avoir des petites règles qu'on va se donner dans quelques instants là, sur les affichages puis les saisies. Donc, le principe de retour, comment est-ce que ça fonctionne? Donc, on a la définition de la fonction. Si on n'a pas le choix, il va y avoir un appel aussi. Le principe, c'est j'ai la définition, j'ai des parenthèses. Je pourrais avoir des paramètres aussi. Donc, les deux options peuvent se jumeler ensemble. Je vais juste faire une version pure et simple avec un retour, juste pour voir comment ça fonctionne. Donc, on peut avoir une série d'instructions. Puis, le principe, c'est qu'on va avoir un nouveau mot-clé qui s'appelle return. Puis, le mot-clé return, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le résultat à droite du return. Donc, encore une fois, ça peut être une expression qui est ici, là, quelque chose qui va être calculé. Puis le résultat de ça, ça va être ça comme notre réponse. On va dire, c'est ça la réponse, on est prêt à... Puis on dit qu'on retourne cette réponse-là. Donc, en fait, on va juste dire que ça retourne. Donc, quand on parle d'un retour d'une fonction, c'est la réponse, le résultat de qu'est-ce que j'ai demandé à la fonction. Puis là, le principe, c'est que cet appel-là va être utilisable comme n'importe quelle valeur, comme n'importe quelle variable que j'utiliserais autrement. Puis le principe, c'est que l'appel de la fonction, donc ici, j'ai un appel de la fonction, l'appel va être remplacé par le retour de la fonction.
Donc, le retour de la fonction, on avait dit que c'était le résultat final. Fait que le principe ici, c'est que quand je fais le print de ça, ça va prendre le résultat ici, puis c'est ça qui va apparaître à l'intérieur de cette opération-là. Fait que si je pourrais ici faire une opération arithmétique, fait que lui, ce qu'il va faire, c'est que ça va devenir 14, hein, parce que, bon, ici, on a 3 plus 4, ça me donne 7. 2 fois 7, ça me donne 14. Hein, donc, le résultat de cette fonction-là, ça me donne 14. Puis après ça, j'ai ici plus 10. Fait que quand j'exécute ça, ça me donne 24. Fait que pour un petit peu mieux voir ça, on va se faire une fonction qui est vraiment boboche, okay, dans le sens qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais ça va être pour voir tous les mécanismes des fonctions. Donc, je vais me créer une fonction qui va faire la somme de deux nombres. Fait que le principe, c'est j'ai deux nombres, puis je veux les additionner ensemble. Fait que si je me demande c'est quoi les paramètres d'entrée de cette fonction-là, ben, les paramètres d'entrée, ça va être les éléments variables. Hein, j'ai deux nombres, fait que je vais avoir besoin de deux paramètres d'entrée. Fait que, mettons, on va les appeler A et B. Okay, j'aurais pu les appeler N1, N2. Habituellement, on prend des noms qui sont significatifs. Hein, mais juste deux nombres, c'est pas très spécial. Ensuite, on va vouloir trouver la somme de ces deux nombres-là. Donc ici, je pourrais dire ben, la somme de ces deux nombres-là, c'est A plus B. Puis une fois que j'ai cette somme-là, je peux faire un return de la somme que j'avais. Ici, pour ceux les plus fins finaux d'entre nous, on aurait pu directement prendre cette valeur-là puis le mettre dans le return. Okay? Là, je veux juste démontrer qu'on peut avoir plusieurs instructions pour être capable d'avoir qu'on peut avoir plusieurs instructions à l'intérieur de notre fonction. J'ai une question de Marcus. Oui, dans le fond, quand on met des paramètres, là vous avez comme dit que ça allait être des nombres. Est-ce que ça va arriver dans des cas où est-ce que ce n'est pas des nombres ou est-ce qu'il faut qu'on détermine si c'est un float ou un integer? Donc ici, c'est une des forces et une des faiblesses du Python. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de vérification du type des éléments. Lui, si tu lui donnes quelque chose qui n'a pas d'allure, il va essayer de le faire, puis il va juste crasher quand il ne sera pas capable. Donc, on n'a pas besoin de le vérifier, mais c'est comme avoir un fusil, pas de safety. Là. Tu sais, là, c'est comme, on fait attention parce qu'on peut se tirer dans le pied facilement avec. OK, parfait, merci. Parfait. Fait que là, le principe, c'est on a une fonction qui permet de prendre des informations puis d'avoir un résultat par rapport à ces informations-là. Puis là, on déroge quand même de notre méthode habituelle, là, où c'est qu'on aurait des inputs, puis on aurait des prints. Puis là, ça va être comme une première grande règle d'or des fonctions, qui va être qu'à moins que ça soit expressément demandé dans la fonction est là juste pour faire la partie des calculs. Ce que ça implique, ça implique qu'il n'y aura pas de input dans les fonctions, puis il n'y aura pas de printf dans les fonctions. Il va falloir qu'il soit à l'extérieur des fonctions. On va voir comment gérer ça, mais avant ça, on a une question de Marie-Èva. Oui, monsieur. Ma question, c'est par rapport au def. À quel moment vous le mettez, puis à quel moment vous ne le mettez pas? Parce que dans le premier exemple, quand vous avez appelé la fonction ici, en bas. Tu parles de celle-là? Non, juste en bas, vous l'avez dépassé. Ici, oui. Avec le 34 et 18, là, on n'avait pas de def en bleu. Je ne comprends pas. Donc, ici, le principe, c'est que les fonctions, c'est en deux parties. Okay? Il y a une première partie qui est la définition de la fonction, qui va me dire qu'est-ce que je fais avec cette fonction-là? C'est quoi le but de cette fonction-là? Qu'est-ce qu'elle est supposée de faire? Qu'est-ce que je vais comme répéter à chaque fois que je vais utiliser la fonction? Donc, la définition de la fonction, c'est ça qui commence avec le mot-clé def. Okay? Donc, le principe, c'est que le def d'une fonction va exister juste une fois, parce qu'on définit une fois c'est quoi. Okay? C'est comme écrire une recette. Donc, j'écris la recette une fois. Voici la recette, voici les étapes de la recette.
Puis une fois que j'ai cette recette-là de définie, je vais pouvoir commencer à utiliser la recette. Puis quand j'utilise la recette, c'est là que j'ai des appels de la fonction que j'utilise directement, là. Pas de def. Est-ce que la distinction est un petit peu plus claire? Oui. Admettons, si on avait continué avec var 1 puis var 2, vous n'aurez pas eu besoin de mettre de def, c'est ça? Et puis là, pour les paramètres d'entrée, je vais revenir à ça tantôt, mais il y a des règles spéciales pour les paramètres d'entrée comme étant des variables. Fait qu'on n'aurait pas pu juste utiliser var 1 puis var 2 par la suite. Ça n'aurait pas fonctionné. Mais ça, on va y revenir dans quelques instants. OK, merci. Parfait. Fait qu'on revient à notre petit exemple de somme de deux nombres. Donc, on s'est dit qu'on a une nouvelle règle d'or quand on travaille avec les définitions de fonctions. Quand on travaille avec les définitions de fonctions, on ne veut pas de input à l'intérieur des définitions de fonctions et on ne veut pas de print à l'intérieur des définitions de fonctions. Le but d'une fonction, c'est d'être capable de juste traiter la partie de calcul, la partie de la logique, la partie algorithmique du problème. À partir de là, si je veux faire des inputs, je peux le faire quand je vais vouloir tester la fonction. Donc, quand j'ai défini la fonction, quand je vais vouloir faire l'appel, bien là, je pourrais avoir ici un input avec, donne-moi c'est quoi ton nombre 1, donne-moi c'est quoi ton nombre 2. Puis une fois que j'ai ça, je pourrais utiliser ma fonction. Wow. Donc, ici, j'ai un input, ça me pogne le N1. J'ai un deuxième input, ça me donne le N2. Là, ici, en fait, il faut pouvoir mettre des int parce que sinon, ça va être des valeurs textuelles. Hop, voilà. Je prends ces deux valeurs-là, puis je les envoie ici. Puis là, ici, j'ai fait attention. J'aurais pu les appeler AB ici aussi, là, mais on n'est pas obligé. Hein? Donc, lui, ça va vraiment prendre le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Il n'y a pas de problème. Là, ici, cette fonction-là a un retour. Ça veut dire que je peux l'utiliser n'importe où, c'est que ça me demande d'avoir un résultat numérique, hein, comme une assignation. Puis là, après ça, je pourrais avoir un print qui serait OK. Et quand j'exécute ça, ça me demande le premier nombre, ça me demande le deuxième nombre, puis ça me donne le résultat des deux. Puis la fonction elle-même, la définition de la fonction, hein, n'a pas de paramètres d'entrée, n'a pas de input, utilise des paramètres d'entrée à la place et n'a pas de print, utilise le return à la place. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Ben, c'est que ça nous permet de pouvoir utiliser ce résultat-là à différents endroits. Donc, si j'ai besoin après ça de l'envoyer dans une autre fonction, si j'ai besoin de le multiplier, si j'ai besoin de retravailler avec cette valeur-là, je vais pouvoir l'utiliser dans une variable, OK? Tandis que si j'avais un print ici, je ne pourrais pas l'utiliser à d'autres places. Parfait. Fait que ça fait le tour des connaissances sur les fonctions générales. On va aller voir le principe, toutes les informations connexes. Okay? Donc, la majorité des connaissances d'aujourd'hui, c'est vraiment le principe d'avoir des définitions de fonctions, d'avoir des paramètres d'entrée et d'avoir des retours. Donc, on va aller regarder par la suite comment est-ce qu'on peut documenter ces fonctions-là, puis comment est-ce qu'on peut c'est quoi les règles additionnelles? Parce qu'on va voir qu'il y a certaines règles spéciales qui viennent avec ça. J'ai une question de Cédric. Oui, les RES, c'est-tu pour une signification précise ou c'est juste le nom d'une fonction qu'on a décidé de le nommer comme ça? C'est juste en fait le nom d'une variable, hein, parce qu'on est en train de faire une assignation quelconque. Puis j'ai juste appelé res pour result. C'est pas, OK. J'aurais pu encore une fois l'appeler
patate. J'ai une autre question de Jonathan. Oui, y a-t-il une limite au nombre de variables qu'on peut mettre entre les parenthèses quand on fait la définition? Ou est-ce qu'on peut se laisser aller? Tu peux vraiment te laisser aller. La limite ici est une limite informatique. C'est pas toi qui vas atteindre ça. OK, c'est une limite théorique. OK, parfait. Oui, c'est ça. Il y a une limite pratique, là. C'est comme la taille de la mémoire de l'ordinateur, là. Mais comme en tant qu'être humain, là, tu ne vas pas taper assez longtemps pour que tu te rendes là. Merci. Parfait. Donc, on va aller regarder les entêtes de fonctions. Donc, le principe, on avait parlé de documentation, on avait parlé de commentaires. Donc, les fonctions, ça va être notre premier gros élément là, qui nous demande vraiment de faire attention à notre documentation. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir créer une fonction, puis vous allez voir dans les solutions qu'on vous donne, c'est comme ça qu'ils sont définis. Puis, c'est ça aussi qu'on va s'attendre dans les travaux pratiques. Les différentes fonctions vont devoir avoir un descriptif parce que des fois, oui, OK, on peut avoir une fonction que le titre est comme assez correct, mais même des fois, les noms des paramètres d'entrée, ce n'est pas toujours évident qu'est-ce que c'est supposé être. Ce n'est pas toujours évident qu'est-ce que la fonction est supposée de faire. Donc, on va avoir ici des entêtes. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est, on a, en fait, c'est supposé être indenté, c'est ça. On a le nom de la fonction, on a les différents paramètres, on a les différentes instructions. Bien, avant les instructions, on va avoir un bloc en triple guillemets. Donc, on se souvient, les triples guillemets, c'était des chaînes spéciales qui étaient sur plusieurs lignes possiblement. Puis, on ne va rien faire à l'intérieur sauf décrire qu'est-ce que la fonction fait, comment elle le fait et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Donc, on va avoir une description de la fonction. On va avoir une liste des différents paramètres d'entrée. Puis ici, la formulation, là, c'est une formulation qui est conventionnée, qui est standardisée. C'est pour ça qu'on a le mot-clé args pour arguments. C'est en anglais la standardisation. On a le returns. Puis on a ici un exemple de la fonction. Celui-là, il n'est pas nécessaire quand je vous le demande, mais les trois autres informations qui sont la description, la liste des paramètres avec leur description individuelle, la liste des retours, ça va être des choses qu'on vous demande durant les évaluations. Les TP, en fait. Durant les examens, on va voir qu'on n'a pas le temps de faire les commentaires, fait que ça vient à côté de ce qui est demandé. Mais vous allez pouvoir regarder dans les solutions des exercices de cette semaine qu'on a les entêtes des différentes fonctions, puis c'est ce qu'on va vous demander dans le futur. On va ensuite aller voir les modalités qui sont inattendues des utilisations de fonctions. Fait qu'on va commencer à parler du contexte puis de la durée de vie des variables. Donc, les fonctions, c'est quelque chose de spécial. Ils ont un mécanisme spécial avec leurs paramètres d'entrée puis en fait toutes leurs variables à l'intérieur. Donc, je vais vous démontrer un exemple de ça. Ici, je veux dire ma variable égale à 100, puis je vais dire return ma variable plus 10. Puis là, après ça, je vais faire un result est égal à exemple contexte. On fait un print de result. Puis après ça, on fait un print de ma variable. Ici, ce qu'on peut voir, c'est on a une définition de variable. OK? Donc, le principe, c'est on a une définition de fonction. Donc, on a le def, on a le nom de la fonction, on n'a aucun paramètre d'entrée en ce moment. À l'intérieur, on déclare une variable.
Hein? Donc, on avait vu que ça, c'était une assignation qui déclarait une variable qui s'appelait ma variable, ma var. Puis ensuite, on avait le return de ma variable plus 10. Parfait, ça, c'est la définition de ma fonction. Fait que j'utilise ma fonction. La fonction retourne ma var plus 10, donc 100 plus 10. Il devrait avoir 110 à l'intérieur de ça. Si je regarde, c'est effectivement 110. Je print ce résultat-là. Je peux voir que le 110 apparaît. Là, je suis comme, OK, ben, je vais aller voir le contenu de ma var. Puis là, ça dit, wow, 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 wow. Ma var is not defined. Là, tu es comme, je ne comprends pas. Il a réussi à l'assigner. Il a réussi à trouver le 110 ici. Là. Mais il me dit que le ma var n'est pas défini. Donc, ça ici, c'est une contrainte des utilisations des fonctions pour faciliter, en fait, leur utilisation. Le principe d'une fonction, c'est que tu ne devrais seulement savoir les paramètres d'entrée, puis seulement savoir les résultats possibles d'une fonction pour être capable de l'utiliser. On n'a jamais besoin, puis on ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la fonction pour être capable qu'elle soit utilisable. Fait que pour aider à ça, puis pour s'assurer de ça, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais un appel d'une fonction, ça crée ce qu'on appelle un nouveau contexte, un nouvel endroit où c'est que les variables vont être créées. Donc, c'est comme si ça fait une autre bulle de mémoire, là. Puis dans cette bulle de mémoire-là, il y a qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la fonction. Fait que moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'une fonction, c'est un peu comme un chalet. OK? Puis ce qui se passe dans fonction reste dans fonction. Ce que ça implique, ça, c'est que si je déclare des variables à l'intérieur de ma fonction, ces variables-là ne sont pas utilisables, ils ne sont pas définis, ils n'existent pas à l'extérieur de la fonction. Puis c'est pour ça ici que le mavar que j'ai créé à l'intérieur de ma fonction, même si je exécute cette fonction-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que tout ce qui existe avec la fonction, une fois qu'elle est terminée, il détruit tout ça. Donc, il n'y a pas d'informations qui sortent de la fonction. En fait, ici, il y a un petit astérix parce qu'il y a deux mécanismes qui permettent de transférer de l'information. Bien, un qui permet de transférer une information dans la fonction, puis un mécanisme qui permet de sortir l'information de la fonction. Le mécanisme qui permet de rentrer de l'information dans la fonction, c'est quoi? Bien, c'est les paramètres d'entrée. Donc, les paramètres d'entrée, ça me permet de prendre des informations de l'extérieur puis de venir les insérer dans ma fonction. Puis, inversement, pour sortir l'information de ma fonction, pour qu'elle soit utilisée à l'extérieur de la fonction, on va avoir le retour qui va être la méthode pour sortir des informations de la fonction. Parfait. Fait que ça, c'est bon ici. Dernière chose que je mentionne par rapport aux spécialisations des fonctions, c'est le principe du passage par valeur. Donc, ici, on a un exemple où j'ai A et B, je fais la somme de A et B, puis on peut voir ici que j'ai appelé ça N1. Il n'y a pas de lien avec le A directement. Puis même, en fait, je vais te donner un exemple. Où je vais utiliser des noms de variables semblables, mais qui sont utilisés à des endroits différents pour voir à quel point le nom des variables n'a pas d'importance. Ça va être vraiment ce qu'on appelle les valeurs qui vont être passées à la fonction. Mais avant ça, j'ai une question de Cédric. Oui, par rapport à ce que vous disiez tantôt avec le print myvar pour la variable, si j'enlève juste le print de ma variable, j'ai réussi à avoir le 110 sans message d'erreur. On peut-tu laisser ça comme ça ou ça prend Oui, c'est ça. Donc, le principe ici, c'est que le résultat est correct. Je suis capable d'aller chercher le résultat. Ma var, elle marche. Mais si je laisse cette partie-là, c'est cette ligne-là ici là, qui écrit cette partie. On peut voir, en fait, le 110, il existe quand même. Hein? Oui. Donc, lui, il va essayer aussi loin qu'il peut aller, puis quand il plante, il plante. Fait qu'effectivement, nous, ce qu'on est capable de faire
avec le principe de durée de vie de variable, c'est juste cette partie-là, là, sans que ça crash. Donc, c'est ça, si on a une question comme ça, mais on pourrait l'écrire de cette façon-là, par exemple. En fait, c'est ça qu'on va vouloir faire tout le temps. Ouais, Donc, notre méthode standardisée, là, c'est je fais la fonction a des paramètres d'entrée, la fonction utilise les paramètres d'entrée pour faire des calculs, j'ai un retour de cette fonction-là, puis après ça, une fois que la fonction est définie, là, je peux utiliser les éléments autour en utilisant la fonction avec ses paramètres d'entrée, en prenant le retour puis en l'assignant quelque part, puis en utilisant ce retour-là. OK. C'est vraiment la méthode standard d'utilisation de fonctions. D'accord, merci. Fait ici, le principe, attends, là, on va faire moins à la place. Juste pour que ce soit un peu différent. Donc, le principe ici, c'est que je demande le nombre 1, j'appelle ça B, okay, puis je mets 10. Je demande le nombre A, je dis que c'est le nombre 2, je mets 5. Bien, le principe, c'est que même si ça s'appelle B, le B ici est envoyé en premier. Donc, le B qui est ici dans mon programme principal va se retrouver dans le A de la fonction. Pourquoi? Parce que ce que j'ai envoyé, en fait, c'est le contenu de B. Ce n'était pas la variable B, c'était son contenu qui était notre première valeur, qui était le 10. Donc, ici, pour bien catcher ça, là, il y a un petit exercice 2 là, qui vous demande c'est quoi le résultat de cette fonction-là. Donc, pour celui-là, on va faire clear output. Pour cette fonction-là, l'exercice 2 ici, là, tantôt, il n'y a pas rien à faire comme code pour cet exercice-là. Le principe, c'est qu'on a une fonction déjà faite, on a un appel déjà fait, puis là, moi, ce que je vous demande, c'est avant de cliquer sur le piton play, je vous demande, ça va être quoi le résultat du print? Le print, on vous demande X, Y, Z, puis en passant, si vous l'ouvrez puis vous avez déjà quelque chose, vous pouvez faire un clic droit dans la cellule, puis faire un clear output. Okay? Ça permet de vider le résultat déjà présent. J'ai une question de Benoît. Ah ben, tu t'expliques ça, je me dis, c'est un peu genre ça, les questions d'examen? Non, les questions d'examen, ça, c'est beaucoup trop tordu pour qu'est-ce que ça serait comme une question d'examen. Les questions d'examen, ce qu'on peut s'attendre, c'est plus les questions de chaque semaine là, que vous faites les exercices. Habituellement, le niveau de difficulté, ce serait autour de la dernière question de chaque semaine. Mais ça va toujours être des questions qui sont « Voici quelque chose que je veux faire, donne-moi le code qui fait cette chose-là. » Les exercices? Parce que ça, ici, c'est une pogne. Les ateliers? Ceux des ateliers, là. Pardon. OK. Pas les exercices du cours, ça va être les programmes que vous faites durant les ateliers. OK. Parfait. Parfait. Donc, ça fait le tour des espèces de gotcha possibles. Ici, il y a quelque chose qu'il faut mentionner. On a le principe de variable globale. Donc, quand on est en train d'écrire notre partie qui ne fait pas partie des fonctions, c'est ce qu'on appelle l'espace principal ou l'espace global. Donc, dans ces espaces-là, je pourrais définir des variables. Puis, si j'écris une fonction après, je vais pouvoir commencer à utiliser la variable dedans. Mais on va voir qu'en programmation défensive, donc en programmation où c'est qu'on veut limiter le plus possible les erreurs de notre bord, on va vouloir éviter à tout prix de faire ça. Donc, en fait, nous, on va dire que c'est interdit dans le cours d'avoir des variables globales utilisées dans nos fonctions. Donc, le principe ici, c'est on est obligé d'avoir nos fonctions au début de nos blocs, puis une fois que nos fonctions sont définies, on peut commencer à utiliser ces fonctions-là. Tant qu'on fait ça, on reste correct, puis on ne va pas avoir des problèmes de variables globales. Dernier sujet de la journée, ça va être le principe de module. Donc,
jusqu'à présent, on a utilisé certaines fonctions qui faisaient partie des fonctions de base de Python, mais on va voir qu'il existe une panoplie de fonctions qui sont disponibles. Mais comme on a dit tantôt, toutes les fonctions, faut qu'ils soient avec un identificateur unique. Ce que ça veut dire, ça, c'est que si j'ai déjà un paquet de fonctions, ben, ça serait possible que je tombe sur une fonction qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit les fonctions qu'on va créer, okay, que Python a décidé de créer pour nous aider, on va les mettre dans des modules. Fait que ça ne sera pas des noms de fonctions normales, ça va être des fonctions qui sont dans des modules qu'il va falloir importer dans notre programme pour être capable de les utiliser. Comme ça, le terme officiel, c'est qu'on ne pollue pas l'espace des noms. Donc, on garde l'espace des noms libre. Comme ça, c'est quand moi je fais une fonction, je suis pas mal certain qu'elle n'est jamais utilisée par personne. Fait que comment est-ce que ça fonctionne? Le principe, c'est si je veux utiliser une fonction qui est dans un module, je vais utiliser une commande spéciale qui va importer le module. Donc, j'ai ici la commande import, puis j'ai ensuite le nom du module. Une fois que j'ai le module qui est importé, je vais pouvoir utiliser la fonction du module en faisant un appel qui a le nom du module, un point, suivi le nom de la fonction du module. Puis après ça, si la fonction a des paramètres, je vais pouvoir les utiliser. Un exemple, il va y avoir plusieurs librairies qui sont fournies. Là. Puis des fois, je vais vous dire dans un exercice, vous pouvez, pour résoudre cette problématique-là, utiliser telle fonction qui est dans telle librairie, puis ça prend tel paramètre. Fait que, mettons, ici, on regarde, on a une librairie, mettons la librairie math, qui a un paquet de différentes fonctions à l'intérieur. Okay? Donc, on peut faire des conversions de degrés en radians, on peut avoir des fonctions hyperboliques ou des fonctions trigonométriques de sin, tan, cos et ainsi de suite. On a aussi, mettons, dans l'exemple, on veut la fonction pour trouver la racine carrée d'un nombre. Donc, la racine carrée, en anglais, c'est le square root. Donc, on a une fonction qui est sqrt pour square root. Donc, si je veux l'utiliser, on va faire un print, mettons, de la réponse après. Donc, j'importe la librairie. Une fois que la librairie est importée, je peux utiliser le nom de la librairie, le point, le nom de la fonction du module que j'ai importé, puis ensuite les différents paramètres d'entrée. Donc, cette fonction-là a un paramètre d'entrée qui est la valeur sur laquelle je veux faire la racine carrée, puis il va avoir un retour, une réponse qui va être la racine carrée du nombre que je lui ai donné. Fait que là, moi, je peux prendre cette valeur-là, la mettre dans une variable et l'afficher comme bon me semble. Excellent. Fait que on a après ça un troisième exercice qui travaille avec ça. On a vraiment le point principal aujourd'hui. Ça va être le principe d'avoir nos deux utilisations. Ben, dans les fonctions, on a deux parties principales. On a la définition de fonction, okay, qui est le mot def, le nom de la fonction, les paramètres d'entrée que je vais vouloir utiliser, les éléments variables de mon problème. À l'intérieur, j'ai seulement habituellement des opérations mathématiques. Donc, je n'ai pas de print, je n'ai pas de input à l'intérieur de la définition de mes fonctions. J'ai un return quand je sais c'est quoi ma réponse. Puis après ça, quand je veux utiliser la fonction, j'ai le nom de la fonction, j'y donne les différents paramètres d'entrée qu'il a besoin, puis si ça retourne quelque chose, je peux l'assigner ou l'utiliser directement dans un print pour avoir le résultat. Excellent. Fait que ça fait partie du principe de notre utilisation de fonctions. Donc, le premier travail pratique va porter majoritairement là-dessus. Donc, le principe, c'est que je vais mettre en ligne le travail pratique vers la
fin de la semaine, mais je vous conseille extrêmement fortement de faire les exercices d'atelier avant de vous attaquer au travail pratique. OK? Donc, vous voulez vous pratiquer sur les fonctions avant de commencer le travail pratique parce que le travail pratique, en fait, non, je vais juste le mettre en ligne la semaine prochaine parce on a besoin des connaissances la semaine prochaine. Ouais. Fait qu'il va juste être mis en ligne la semaine prochaine. Mais le principe, c'est pratiquez-vous sur les fonctions, faites tous les exercices d'atelier parce que c'est vraiment une partie primordiale du premier travail pratique. Par contre, pour le premier travail pratique, j'ai déjà commencé à mettre quelque chose de disponible. Donc, si vous allez sur le site de cours, je vais vous montrer ça. Donc, si vous allez sur le site de cours, il y a maintenant une nouvelle section qui va être la section travail pratique. OK? Puis, dans cette section-là, en ce moment, il y a juste une activité de disponible, OK? Qui est le choix de groupe pour le TP1. Donc, si vous sélectionnez cette activité-là, vous avez différents groupes de disponibles. Puis là, je l'ai enablé bientôt. Là. Le principe, c'est que vous choisissez vos coéquipiers. Les équipes pour le travail pratique 1, je conseille des équipes de 2 ou 3 personnes. Donc, le principe, c'est si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez être une équipe de 2. Puis si vous ne connaissez personne, je vous conseille d'être une équipe de 3 au cas où il y ait une personne qui ne se rende pas jusqu'à l'intra, puis que vous deviez faire le travail à 2 quand même. Donc, ça va être à vous de former vos propres équipes, de vous jaser entre vous autres, de dire, OK, ben nous autres, on va cliquer tout sur l'équipe groupe 19. Puis à partir de là, ça va être sur votre sélection d'équipe. On va aller rejaser quand va venir le temps de faire la remise, mais vous allez pouvoir faire juste une remise pour toute l'équipe, puis comme ça va tout être géré par Moodle de manière automatique. Pour se trouver des coéquipiers, OK? Donc, la méthode, ça va être de suivre le lien vers le Mattermost, OK? Qui va nous apporter sur le Mattermost de l'école. À l'intérieur de ce Mattermost-là, on va vouloir aller trouver le canal pour INF 1256. Donc, pour trouver le canal INF 1256, on paye ici en haut, là, il y a le Find Channel. Donc, dans le Find Channel, ça me donne une liste de toutes les choses que je peux trouver. Je peux chercher ici INF 1256, puis quand je clique là-dessus, ça m'apporte à l'intérieur de la place. Puis, vous pouvez ici dire, ben moi, je suis telle personne, je me recherche du monde, voici mon courriel, puis vous allez pouvoir former les équipes ainsi. Si vous voulez, vous pouvez être seul, donc le travail est capable de se faire seul, mais si vous êtes débutant en informatique, je vous conseille de vous mettre en équipe. Donc, on voit ici, David s'est rendu et est à la recherche d'un coéquipier. J'ai une question de Charles. Oui, en fait, je me demandais, est-ce que vous conseillez plutôt de marquer qu'on est à la recherche d'une équipe seulement dans INF 1256 ou aussi en général? Dans général, le monde va bien aimer ça si tu passes là. Okay. Va dans le channel de INF 1256 seulement parce que ça ici, c'est pour tous les cours du département d'informatique. Ma dernière question était, c'est normal que pour l'instant, on ne puisse pas sélectionner de choix dans le... Oui, okay. Je vais mettre ça, je vais ouvrir ça un petit peu plus tard ce soir. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Quand vous dites que vous conseillez, dans le fond, d'être en équipe si on est comme débutant en informatique, c'est parce que c'est un gros projet ou parce que c'est plus difficile? Ou c'est parce que la charge de travail est quand même faite pour être faite à 2. Là. OK? Puis, pas nécessairement c'est pas de vous diviser le travail, ça va être de partager l'information parce que je pense que vous avez commencé à voir là, que quand tu fais une problématique, des fois, tu ne catches pas tout de suite de comment résoudre le problème. Fait que le fait d'être à 2, c'est que vous ne bloquez jamais au même moment.
Fait que ça permet que vous avancez d'un bon train. Plutôt que quand tu es tout seul, tu es pogné longtemps sur une même affaire, puis ça peut causer problème pour arriver à terme à temps. Je comprends, merci. Mais vous allez voir, quand on va expliquer le travail, quand je vais vous le présenter, je vais vous suggérer, même si vous êtes en équipe, de le faire de manière individuelle, puis de comparer quand il y a des problèmes ou comparer quand vous avez fini, pour essayer de propager la connaissance. Puis aussi, le but du travail pratique, c'est d'être capable de se pratiquer pour le premier intra. Là, fait que c'est important aussi de se faire avec nous. Fait que je vois qu'il y a du monde qui se recherche des équipes, c'est excellent. Donc, sinon, ça mettrait fin à la partie magistrale d'aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, le restant de la période est utilisé pour travailler sur les exercices du cours de la semaine. Encore une fois, essayez de faire les exercices. Si vous êtes incapable pendant 15-20 minutes, allez regarder la solution. Puis, je vous conseille, si vous terminez les exercices du cours, de commencer immédiatement les exercices d'atelier pour être capable de poser des bonnes questions durant le laboratoire de la fin de semaine. Est-ce que le deuxième laboratoire, ça s'est bien passé en tout et partout? Vous pouvez faire des thumbs up ou dans le chat, dire que c'était bien. Il y a du monde en ce moment aussi dans le chat de Zoom qui demande des coéquipiers. J'ai une question de Sarah. Oui, vous dites que vous allez pouvoir en fait élaborer un peu plus sur le TP1 la semaine prochaine ou vous allez envoyer un courriel? Je sais pas, j'ai pas trop. Ça va être la semaine prochaine parce que je vais me souvenir qu'il y a de la matière de la semaine prochaine qui est nécessaire pour commencer le TP. Fait que ça ne donne rien de le donner tout de suite. OK. Puis la grosseur du TP, dans le fond, si jamais on décide d'être seul, c'est comment, est-ce que c'est un peu comme qu'est-ce qu'on a eu à faire avec les exercices puis ce qu'on fait en fin de semaine ou c'est un peu plus complexe? C'est plus complexe en ampleur. Donc, le principe du travail pratique, c'est de résoudre un problème complet. Fait que, mettons, si on prend les exercices de la fin de semaine, si on prend les derniers, qui sont les plus difficiles, le travail pratique, c'est 12 exercices de même. OK. D'accord. Puis ça se fait genre... comme si jamais je décidais de le faire toute seule, ça peut prendre, si je suis débutante, donc c'est mieux de se mettre en équipe avec quelqu'un. Ben, c'est ça, là, pour éviter de tomber sous « Ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas ». D'être en équipe, ça donne le support moral. D'accord, ça marche. Parfait, merci beaucoup. Pas de problème. J'ai une autre question de Cédric. Oui, dans le choix des équipes dans le Moodle, dans le fond, je ne sais pas si vous l'aviez dit, dans le fond, le but c'est bloqué, j'imagine que ça va être débloqué bientôt pour choisir. Oui, c'est ça. Dès que je commence à mettre les choses, je vais le débloquer. Fait que juste vous dire entre vous autres, quand vous choisissez une équipe, nous autres, on va cliquer sur l'équipe 17. Puis quand c'est ouvert, tu cliques sur l'équipe 17, puis ça va être tigré. Okay. Ça marche, merci. Excellent. Donc, ça va bien de ce côté-ci. Je vais donc arrêter l'enregistrement de ce soir s'il n'y a pas d'autres questions d'ordre général. Puis ensuite, je vais ouvrir les salles pour que vous puissiez aller travailler sur les exercices de ce soir.